Madame la Présidente. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Selon le FCE, l'inflation restera élevée jusqu'à la fin de l'année 2023 dans notre pays entre 5,5 et 6,5 %. Cette forte hausse générale des prix à la consommation affectera aussi bien le pouvoir d'achat des ménages que la croissance du PIB français et le niveau de chômage du pays. Le gouvernement prédisait il y a 2 mois une baisse d'ici l'été. Nous n'y serons pas. En mars dernier, l'Institut national de la statistique et des études économiques a fait état d'une augmentation de près de 15 % des prix alimentaires sur 12 mois. Évidemment, des mesures ont été prises, mais on est loin du compte. L'accès aux biens de première nécessité et aux dépenses contraintes devient très difficile pour les plus modestes. Les petits salaires juste au-dessus du SMIC et sans indexation n'ont aucune perspective d'évolution. Les retraites de base ont augmenté de 0,8 % au 1er janvier 2023, mais une inflation de plus de 5 % l'année passée. Dans de nombreux territoires ruraux et périurbains, la facture énergétique est encore plus forte qu'ailleurs, 20 à 40 %, avec des logements moins isolés et plus énergivores. Si la prime Rénov' a suscité de l'intérêt et s'est transformée en galère avec des travaux à payer sans versement rapide des primes, alors que la Commission européenne plaidait pour taxer les super-profits dans le secteur de l'énergie, vous avez refusé. Alors que de nombreux économistes aujourd'hui plaident pour faire contribuer les hyper riches qui n'ont un taux d'imposition effectif que de 2 %, vous vous refusez pour des raisons purement d'idées à restaurer la justice fiscale. Alors des propositions existent. La baisse des taxes sur l'énergie, les négociations salariales pour accélérer l'augmentation des salaires, notamment ceux des plus modestes, des nouvelles mesures en matière d'accès à la rénovation énergétique par l'abaissement des seuils et un zéro à charge pour les plus modestes. Alors ma question est donc simple. Qu'allez-vous faire, Monsieur le ministre? Qu'allez-vous faire ce gouvernement? Merci beaucoup. Ma chère collègue, la parole est à Monsieur Olivier Dussopt. Ministre du Travail, de l'Insertion et du Plein Emploi. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Karamanli. Permettez-moi de vous répondre à la fois comme ministre du Travail, mais aussi comme ancien ministre des Comptes publics, pour dire, Madame la députée, que si votre groupe, Madame la députée, avait voté toutes les mesures de soutien au pouvoir d'achat, votre critique serait un peu plus fondée. Nous sommes, je crois, le gouvernement qui a mis en place le plus de mesures, des mesures de lutte contre l'inflation, des mesures d'accompagnement des ménages, notamment pour la prise en charge des factures énergétiques, des mesures aussi pour faire en sorte que, face à cette inflation, le partage de la valeur soit véritablement au rendez-vous. Je prendrai 2 exemples. D'abord par le fait que nous avons mis en œuvre, et c'est normal, c'est la loi, les revalorisations du SMIC au risque de l'inflation, avec une revalorisation du SMIC de 6,2 % sur 1 an. Nous veillons, comme le faisait ma prédécesseur au ministère du Travail, la Première ministre aujourd'hui, à ce que le comité de suivi des négociations salariales puisse être pleinement actif, de manière à ce qu'à chaque fois qu'une branche voit un des niveaux conventionnels passer en dessous du SMIC, le dialogue social puisse être lancé. Et nous aurons l'occasion dans les toutes prochaines semaines, Madame la députée, de soumettre à l'Assemblée un projet de loi permettant de transposer dans la loi l'accord national interprofessionnel en matière de partage de la valeur, permettant, puisqu'il a été signé par 4 des 5 organisations syndicales et 3 organisations patronales, d'avancer en matière d'intéressement et de participation dans les entreprises de 11 à 50 salariés, d'avancer aussi dans le cas des entreprises qui réalisent des résultats exceptionnels pour qu'elles puissent verser un intéressement qui soit tout aussi exceptionnel. À chaque fois, nous serons au rendez-vous. J'espère que vous le serez avec nous cette fois-ci et pas comme les fois précédentes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, la République française s'est construite et ancrée comme un idéal d'émancipation grâce à l'école. Les fameux hussards noirs, de par leur engagement au service du pays, ont permis à des générations entières d'accéder à l'instruction, cassant ainsi la prison sociale dans laquelle certains étaient enfermés. Une école forte est la garantie pour une nation d'un avenir serein. Or, la situation de l'école est extrêmement inquiétante. L'été dernier, on apprenait que l'État n'arrivait pas à recruter suffisamment de professeurs qualifiés car le nombre de candidats était en forte baisse. Depuis plusieurs années, les parents d'élèves constatent, impuissants, que les professeurs absents ne sont pas remplacés. Dans ma circonscription, par exemple, dans un collège près de la frontière espagnole, un professeur d'anglais n'a pas été remplacé pendant près d'1 an. Un peu plus loin, la même situation a eu lieu avec un professeur de français en lycée alors que ses élèves devaient passer le bac.
Selon le principal syndicat d'enseignants du primaire, le nombre de fermetures de classes était mi-mars de 4 944 pour 2 685 ouvertures, soit un solde négatif de 2 259 classes. Nous savons qu'encore une fois, les territoires ruraux vont en payer le plus lourd tribut. Il est inacceptable de voir nos services publics fermés les uns après les autres et la colère qui gronde se nourrit aussi de cet état d'abandon des territoires ruraux par l'État. La baisse de la démographie pour expliquer les fermetures des classes n'est pas une explication acceptable. S'il y a moins d'élèves par classe, alors l'enseignement ne pourra en être que meilleur. Vous avez annoncé une revalorisation des salaires des enseignants dès la rentrée prochaine. Cette annonce est positive car nous avons besoin de renforcer l'attractivité de ce métier. Alors, Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour assurer le remplacement des professeurs absents, comme l'a promis le Président de la République? Pourquoi ne pas se saisir de la baisse démographique pour améliorer les conditions d'enseignement à l'école plutôt que de fermer des classes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Aviragnet. Le travail de la carte scolaire s'exerce effectivement dans un contexte de baisse démographique que vous avez rappelé. En moins de 10 ans, la France est passée de 830 000 à 738 000 naissances par an. Après une baisse démographique de 300 000 élèves sur ces 5 dernières années, c'est 500 000 élèves de moins qui sont attendus d'ici à 2027. Attachée au service public de l'éducation pour tous les territoires, Madame la Première ministre a annoncé un plan pour l'école dans les territoires ruraux et un changement de méthode sur les fermetures de classes avec une approche nouvelle, une approche sur 3 années en concertation avec les élus, afin de trouver des réponses adaptées au territoire. Vous le savez, le ministre a redéployé 400 postes supplémentaires pour éviter des fermetures de classes dans certains territoires ruraux. Pour votre territoire, la fermeture envisagée n'est pas confirmée. Cette décision finale sera prise en juin prochain. S'il n'y a pas de fermeture de classe pour l'école Couret, c'est 17,5 élèves par classe qui seront à la rentrée 2023. S'il y a une fermeture de classe, c'est 23 élèves par classe, avec donc un maximum de 24 élèves. C'est conforme aux engagements portés par le président de la République et de la Première ministre ainsi que du ministre. C'est une vigilance particulière pour la ruralité qui est accordée. Monsieur le député, vous êtes en lien avec les interlocuteurs de l'éducation nationale sur votre territoire et par ailleurs vous savez que 2 nouveaux territoires éducatifs ruraux seront ouverts à la rentrée prochaine sur votre territoire. Alors vous aurez, j'en suis sûre, la même énergie pour le valoriser, comptez sur le nôtre. Le gouvernement prend en compte la problématique des écoles en milieu rural et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour garantir les conditions d'éducation de qualité partout sur le territoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous avons été choqués que vous ayez laissé se dérouler une manifestation non loin d'ici, en plein Paris, à la veille de la commémoration de la libération du joug nazi en Europe, avec des organisateurs et des participants, dont des proches de Marine Le Pen, qui menaçaient des journalistes, des badauds, qui se réclament de l'idéologie nazie et pétainiste, qui appellent à abattre la République et qui appellent explicitement à la haine raciste et antisémite. Nous avons été ensuite stupéfaits que le préfet de police, que des ministres, la première d'entre elles, aient pu justifier ce laisser-faire. Comment pouvait-il dire que cela ne constituait pas un trouble à l'ordre public quand, dans le même temps, vous interdisez des manifestations syndicales au prétexte qu'on y fait du bruit avec des casseroles? Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur, une fois n'est pas coutume de vous remercier, d'avoir recadré le gouvernement, finalement, jusqu'à votre Première ministre, en ordonnant au préfet hier d'interdire ce type de manifestation. Mais comme vous le savez, le GUD à la manœuvre de celle-ci s'est reconstitué en 2012. Nous vous demandons, avec d'autres, à nouveau une dissolution du GUD. Et comptez-vous engager des poursuites pour reconstitution de ligues dissoutes? Pour vous répondre, la parole est à Madame Sonia Backès, secrétaire d'État chargée de la citoyenneté. Vous avez la parole.
Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Assouline. D'abord, vous dire que nous avons tous été choqués, ça a été dit par la Première ministre, par le ministre de l'Intérieur, par les images que nous avons vues de la manifestation de ce week-end. Vous avez également entendu les propos très clairs de Gérald Darmanin hier. Le racisme, l'antisémitisme n'ont pas leur place dans la République et désormais toute manifestation qui porte ces messages sera interdite. La main du gouvernement, de manière solidaire, ne tremble pas quand il s'agit de combattre l'ultra-droite. Ce sont d'ailleurs 12 groupuscules dissous en 5 ans qui portaient des messages à caractère raciste, antisémite ou homophobe qui ont été dissous. Ce sont plusieurs manifestations d'ultra-droite qui ont été interdites ces derniers mois, à Lyon, à Montpellier, à Paris. Et ce sera encore dimanche prochain une manifestation en hommage à Jeanne d'Arc à Opéra, portée par des groupuscules d'ultra-droite qui sera interdite par la préfecture de police. Le gouvernement continuera, sur la question que vous avez posée en particulier, de combattre de toutes ses forces et par tous les moyens légaux à sa disposition les actions à caractère antisémite, raciste portées par l'ultra-droite. Je vous remercie. Monsieur Assouline. Vous n'avez pas répondu à ma question très précise. Le GUD, quand il s'est reconstitué en 2022, déclarait « Nous sommes sur un groupe qui ne cache pas son racisme ni son antisémitisme. » C'est eux qui le disent. Vous savez que est considéré comme la principale menace en Europe, dans les démocraties occidentales, les groupes d'ultra-droite violents qui se propagent. On vous demande d'agir vite. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, l'inflation s'est installée durablement à un haut niveau dans notre société. De très nombreux Français vivent au quotidien une austérité de fait qui affecte sensiblement leur pouvoir de vivre. Alors que les défis environnementaux et sociaux sont immenses, le rétablissement des comptes publics ne doit pas se faire au détriment de l'action publique, celle de l'État comme celle des collectivités qui sont en première ligne auprès de nos concitoyens. Au terme de l'année 2023, l'inflation se sera traduite par une perte à euros constants de plus de 1 milliard d'euros pour la seule DGF. L'inflation est très supérieure à 10% pour le panier du maire et elle va durer. À ce niveau, vous ne pouvez pas laisser l'action publique locale s'affaiblir durablement. Dans ce contexte, les élus constatent que les filets de sécurité et autres amortisseurs ont des limites. En matière d'investissement, des préfectures constatent des taux de réalisation d'à peine 60% sur le cycle de mandat et rendent des crédits. Il n'est pas normal que des collectivités renoncent à l'action pour cause de capacité d'autofinancement dégradée par la conjoncture ou de complexité administrative de gestion des dossiers. Par exemple, une gestion différente des dossiers éligibles à la DETR devrait être proposée par votre gouvernement pour soutenir les projets des élus locaux. Madame la ministre, quelles mesures structurelles et durables envisagez-vous de prendre pour préserver, voire restaurer les capacités de fonctionnement et d'investissement de nos collectivités locales? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, Madame Dominique Faure. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Montaugé. Alors, pour la première fois depuis 13 ans, et vous le savez bien, le gouvernement a décidé d'une hausse exceptionnelle de 320 millions d'euros en loi de finances qui a permis à 90% des communes de voir leur DGF augmenter. Dans la ruralité que vous connaissez bien, Monsieur le sénateur, c'est 94% de nos communes dont la DGF a augmenté. Je vais vous répondre si vous me le permettez. Et donc, 80% des communes ont vu leur DGF augmenter. Et à ces hausses de DGF s'ajoutent à l'ensemble des mesures décidées en loi de finances pour 2023 pour soutenir les finances des collectivités territoriales. Et vous l'avez cité, le bouclier tarifaire, l'amortisseur électricité, le filet de sécurité, le maintien des dotations d'investissement à leur plus haut niveau, la création du fonds vert et la revalorisation des bases de fiscalité locale à hauteur de 7%. Je rappelle à ce titre
que pour 2023, la somme des mesures prévues pour les collectivités a été plus importante qu'une simple indexation de la DGF sur l'inflation. 2,8 milliards en loi de finances initiale pour 2023, tandis qu'une indexation sur la DGF n'aurait conduit à une augmentation que de 1,1 milliard, comme vous l'avez indiqué en 2023. Cet effort significatif montre la volonté du gouvernement d'apporter un soutien continu aux communes et particulièrement à celles confrontées à des difficultés économiques et sociales. L'intégralité des conséquences de l'inflation doit faire l'objet d'un effort commun des collectivités territoriales et de l'État. En résumé, comme l'indiquait Christophe Béchu précédemment, bien que la situation financière des collectivités locales à fin 2022 soit encore meilleure qu'à fin 2021, il y a beaucoup d'hétérogénéité, je suis d'accord, dans les situations, mais le nombre de communes en épargne brute négative baisse, diminue très significativement. Je suis personnellement, avec l'aide de la DGCL. Non. Si. Excusez-moi, je vous laisse 3 secondes. Pardon. Écoutez, je suis à votre disposition, ainsi qu'à celle des communes de votre département. Monsieur Montaugé va compléter, allez-y. Oui, je ne vais pas compléter la réponse, mais simplement dire que je ne partage pas du tout l'analyse qui vient de nous être présentée. Écoutez, madame, en vous écoutant, nombre de collectivités vont connaître des jours très difficiles. Et moi, j'ai compris qu'elles sont partie intégrante du plan d'austérité que vous êtes en train de mettre en place. Donc, à l'inverse, nous pensons que pour répondre aux besoins des Français, les moyens des collectivités doivent être préservés à tout prix. Nous restons avec les élus locaux dans l'attente de mesures rapidement efficaces. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées. Après l'immobilisme de votre gouvernement lors du quinquennat précédent, il aura fallu attendre un drame pour que vous vous saisissiez du sujet de la petite enfance et des crèches. Nous le savons pourtant, la situation n'est pas nouvelle. Et après des années de sous-investissement et de déréglementation, le constat dressé aujourd'hui par le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales est sans appel. Ainsi, l'IGAS souligne que sur le plan systémique, les conditions ne sont pas réunies à ce jour pour garantir une qualité d'accueil dans les crèches. Le rapport pointe ainsi du doigt à la fois la maltraitance institutionnelle qui pèse sur les professionnels, un taux d'encadrement trop faible, une formation insuffisante des professionnels, des modes de financement inadéquats, une gouvernance et un contrôle qui doivent être renforcés. Et il va plus loin en faisant le parallèle avec la situation des EHPAD. En effet, le rapport note que le secteur des crèches est également marqué par une domination de grands groupes privés à but lucratif, ce qui a conduit ces dernières années à, et je le cite encore, une dégradation progressive de la qualité d'accueil au profit d'une logique financière. Après les hôpitaux, les EHPAD, c'est au tour des crèches de subir le délaissement de la part de la puissance publique, et ce, au profit de la logique marchande. Alors, Monsieur le Ministre, quand allez-vous enfin réformer et investir dans le secteur de la petite enfance pour permettre à chaque enfant d'être accueilli dans des conditions qui garantissent son développement et son bien-être? Pour vous répondre, la parole est au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, Monsieur Combes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Poumirol. Vous avez raison, la sécurité des enfants accueillis doit être notre priorité collective, la première de nos priorités collectives. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès que j'ai été nommé ministre en juillet dernier, j'ai diligenté une mission de l'Inspection générale des affaires sociales pour faire la lumière sur la situation dans les crèches, nous assurer que de la robustesse des règles appliquées dans ces crèches, nous assurer de la qualité aussi des contrôles. Et puis, j'ai demandé à ce que les inspecteurs nous fassent un certain nombre de propositions. Les constats, vous les avez dit. Mais un constat, me semble-t-il, est important de noter, c'est que la question de l'hétérogénéité de la qualité de l'accueil se retrouve dans tous les secteurs publics, associatifs et privé commercial, et donc n'est pas l'apanage d'un seul de ces secteurs. Beaucoup est dû à la pénurie de professionnels dans ces crèches.
Beaucoup est dû aussi au manque d'intégration des connaissances sur le jeune enfant dans les projets d'établissement et dans la formation des professionnels, vous l'avez dit, et puis dans les limites des contrôles qui sont portés aujourd'hui par les services de PMI des départements. Vous le savez, j'ai fait de la lutte contre les maltraitances une priorité de mon mandat. J'ai lancé récemment les états généraux de la lutte contre les maltraitances. C'est un fil rouge sur l'ensemble du portefeuille dont j'ai la responsabilité de pouvoir lutter contre ces maltraitances. Je précise également par ailleurs que la qualité et la sécurité d'accueil étant notre première priorité, il n'est pas question de laisser ouvert des crèches ou des places d'accueil en cas de manque de professionnels. Nous avons demandé, la Première ministre l'a demandé l'été dernier à l'ensemble des préfets de pouvoir fermer des crèches en cas de manque de professionnels dans ces crèches. J'aurai également à cœur de mettre en œuvre les 39 propositions qui ont été faites par les inspecteurs généraux des affaires sociales dans le cadre de la mise en place de la garantie d'accueil du jeune enfant. Madame Poumirol. Monsieur le ministre, vous venez de parler des 39 propositions formulées dans ce rapport de l'IGAS. C'est certes vrai. Quand vous dites qu'il y a de l'hétérogénéité dans le service public ou dans les services privés, n'oubliez pas que les normes en qualité de personnel ne sont pas les mêmes dans les crèches privées que dans les crèches publiques. Les normes ne sont pas les mêmes et vous savez bien que le personnel est la dépense essentielle dans le fonctionnement d'une crèche. Nous avons besoin d'actes, monsieur le ministre, pas d'intentions vagues et sans calendrier. Il est temps de mettre en place un véritable service public de la petite enfance.